Maman m'a pointé du doigt devant tout le tribunal et m'a appelé la sangsue de la famille. Ma sœur était assise derrière elle, avec un sourire en coin, comme si l'héritage de grand-mère lui appartenait déjà. J'ai simplement fait glisser une page scellée sur la table. La juge a lu la ligne 1. Puis a levé les yeux et a dit « Madame, levez-vous ». La salle d'audience est devenue silencieuse d'une manière que les cuisines ne sont jamais. Le doigt de ma mère était toujours pointé vers mon visage, son alliance brillant sous les néons quand elle a crié « Petite voleuse avide ». Comme si j'avais cambriolé la maison de ma grand-mère au lieu de passer les 3 dernières années à la maintenir en vie. Ma sœur était assise une rangée derrière elle dans un blazer crème qu'elle ne pouvait pas s'offrir, souriant dans sa tasse de café pendant que nos proches fixaient le sol. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris l'enveloppe scellée dans mon sac à main, je l'ai fait glisser sur la table jusqu'au greffier des successions, et j'ai regardé la bouche de ma mère trembler comme si elle savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon nom est Jenna Whittaker. J'ai 33 ans. Et au moment où la juge a lu la ligne 1 de cette page, l'histoire que ma famille racontait sur moi depuis des années a commencé à s'effondrer en public. J'avais imaginé que le tribunal des successions serait plus froid, plus formel, moins comme un dîner de famille où tout le monde avait convenu à l'avance de qui était le problème. Mais nous étions là, dans le département 6 du palais de justice du comté, avec ma mère, Evelyn Whittaker, portant ses perles d'église et son visage de mère blessé. Ma sœur cadette, Marissa Caldwell, était assise derrière elle, une cheville croisée sur l'autre, faisant défiler l'écran de son téléphone entre des soupirs dramatiques. Mon oncle Paul n'arrêtait pas de se frotter le front. Ma cousine Nathalie refusait de me regarder, et à côté de moi sur la table des avocats se trouvait une boîte à preuves en carton pleine de la vie de ma grand-mère, son carnet de chèques, ses registres de médicaments, un carnet à spirale bleue avec des taches de café sur la couverture. Une pile de reçus d'épicerie du petit marché près de chez elle où le caissier avait l'habitude de me demander si mademoiselle Lilian voulait les pêches molles ou les fermes. Cette boîte était la raison pour laquelle ma mère me détestait. Non pas parce qu'elle prouvait que j'avais volé. Parce qu'elle prouvait que je ne l'avais pas fait. Ma grand-mère, Lilian Carvey, était décédée 8 semaines plus tôt à 86 ans. Elle avait laissé derrière elle une petite maison en briques avec des boiseries blanches écaillées, un compte d'épargne qui semblait plus gros qu'il ne l'était parce qu'elle était terrifiée par les maisons de retraite, et assez de ressentiment familial pour remplir chaque banc à ses funérailles. Pendant les 3 années avant son décès, c'est moi qui l'emmenais à ses rendez-vous, payais ses factures depuis son compte, me disputais avec les compagnies d'assurance. Changeais les piles de ses appareils auditifs et m'asseyais avec elle pendant les longues soirées où elle confondait les ombres du couloir avec mon grand-père. Ma mère appelait cela donner un coup de main. Marissa appelait cela mon truc. Grand-mère appelait cela la survie. Personne d'autre ne voulait de cette responsabilité tant qu'elle était en vie. Mais à la seconde où elle est morte, tout le monde s'est soudainement souvenu d'elle comme d'un atout. La requête que ma mère avait déposée affirmait que j'avais exercé une influence indue. Elle disait que j'avais isolé ma grand-mère de la famille. Elle disait qu'il manquait des fonds. Elle disait que j'avais manipulé une vieille femme solitaire pour qu'elle change son testament. Le mot manipulation reposait sur la page comme une tâche. Parce que s'il y avait une chose que ma famille savait faire, c'était vous accuser de la chose qu'il faisait déjà. L'audience avait à peine commencé quand ma mère s'est levée sans qu'on le lui demande. Son avocat, un homme à l'air fatigué nommé Monsieur Langford, a cherché à attraper sa manche, mais elle l'a repoussé. Votre honneur, je suis resté assis silencieusement pendant des semaines pendant que ma fille volait cette famille à l'aveugle, a-t-elle dit, la voix tremblante de cette manière polie qu'elle utilisait aux funérailles et aux réunions du conseil scolaire. Ma mère était vulnérable. Jenna a profité d'elle. Elle a toujours eu besoin d'argent, toujours eu besoin d'attention. Elle était la sangsue de la famille. Ce mot a traversé la pièce. Sangsue. Ma tante Denise a fermé les yeux. L'oncle Paul a chuchoté, Evelyn. Marissa a émis un petit son derrière sa main. Cela aurait pu être un rire. J'ai regardé mes mains. Il y avait encore une marque en 2001 sur mon pouce causée par la pince à dessin que j'avais utilisée la nuit précédente en organisant 3 années de reçu en moi. Janvier avait été pour les ordonnances et la soupe. Février avait été pour les chaussettes de contention et le plombier. Mars avait été pour le neurologue, les urgences, et la première fois que grand-mère avait oublié mon nom. Si j'étais une sangsue, j'étais le genre qui nettoyait les draps du lit à minuit. La juge Althea Brox n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Madame Whittaker, a-t-elle dit,
vous allez vous asseoir à moins que vous ne répondiez à une question. Ma mère s'est assise, mais pas avant d'avoir tourné la tête juste assez pour que toute la rangée derrière elle puisse voir ses larmes. Ces larmes fonctionnaient sur moi autrefois. Quand j'étais petite, si Marissa cassait quelque chose, ma mère pleurait parce que les filles se battaient. Si Marissa échouait à un cours, maman pleurait parce que je la faisais se sentir inférieure. Si j'obtenais une bourse, maman pleurait parce que j'abandonnais la famille. Quand j'ai eu 20 ans, j'avais appris que les larmes de ma mère n'étaient pas de l'eau. C'était des instructions. Excuse-toi. Répare ça. Mets ta sœur à l'aise. Disparaît. Grand-mère a été la première personne à l'avoir jamais nommée. Elle l'a fait un après-midi à la table de sa cuisine pendant que je remplaçais les piles de son horloge murale. Toute la pièce sentait le nettoyant au citron et les toasts brûlés. Tu sais, ta mère ne te trouve fiable que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, a-t-elle dit. J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Grand-mère n'a pas ri. Elle dit que Marissa est sensible parce que personne ne peut lui dire non, a-t-elle ajouté. Et elle te dit forte parce que c'est moins cher que d'être juste. Je me souviens de cette phrase parce qu'elle a fait mal à un endroit propre. Comme si elle avait appuyé sur une ecchymose dont j'avais cessé d'admettre l'existence. Au tribunal, l'avocat de ma mère a commencé à expliquer que la famille pensait que grand-mère avait eu l'intention que la succession soit divisée plus naturellement. Cela signifiait que ma mère s'attendait à avoir le contrôle. Marissa s'attendait à avoir la maison, et j'étais censé accepter un plat en guise de remerciement et la satisfaction morale d'être utile. Le testament actuel ne faisait pas cela. Le testament actuel me laissait la maison. Pas tout l'argent, pas tout, juste la maison. Grand-mère avait écrit que je devais avoir le seul endroit où elle était traitée comme un membre de la famille sans condition. Quand M. Langford a lu cette phrase à haute voix lors de la première réunion, ma mère a repoussé sa chaise si fort qu'elle a heurté le mur. Marissa a dit, cela ne ressemble même pas à grand-mère. Ce qui était drôle parce que Marissa n'avait pas passé plus de 20 minutes seule avec grand-mère au cours des 2 dernières années de sa vie. À moins de compter l'après-midi où elle est venue avec des lunettes de soleil surdimensionnées et a demandé à grand-mère de co-signer un prêt automobile. Grand-mère a dit non. Marissa ne lui a jamais pardonné. C'était la partie que personne ne voulait dire au tribunal. La version de ma mère était plus propre. Jenna s'est rapprochée. Jenna a pris le contrôle. Jenna a monté grand-mère contre nous. Jenna a volé la maison. C'était simple. Les histoires cruelles le sont généralement. Puis M. Langford a évoqué les chèques. Il avait des copies des retraits du compte de grand-mère. Certains étaient en espèces. Certains étaient à mon ordre. L'un d'eux était de $1850. 3 mois avant la mort de grand-mère. Ma mère s'est penchée en avant lorsqu'il a mentionné celui-là. Voilà, a-t-elle chuchoté assez fort pour que 3 rangées l'entendent. La juge m'a regardé. Mon avocate, Denise Patel, a légèrement touché mon bras sous la table, non pas pour me réconforter, mais pour me rappeler de ne pas parler avant que ce ne soit le moment. J'avais engagé Denise avec de l'argent que je n'avais pas, après avoir vendu ma voiture et emprunté la vieille Honda de mon collègue. Elle était calme d'une manière qui poussait les gens à la sous-estimer. Petite boucle d'oreille, tailleur gris, aucun mouvement inutile. Elle s'est levée et a dit, « Votre honneur, nous avons des documents pour chaque transaction. » Ma mère s'est moquée. Marissa a chuchoté, « Bien sûr, elle a fait de faux reçus. » C'est alors que je me suis retourné. Pas complètement, juste assez. Le sourire de Marissa s'est effacé pendant une demi-seconde, et j'ai vu la fille avec qui j'avais grandi sous le brillant à lèvres et le blazer beige. La fille qui savait exactement où chaque blessure familiale était cachée parce qu'elle avait regardé maman les utiliser en premier. Ensuite, Denise a ouvert la boîte en carton. Elle a étalé le registre des médicaments, les factures de soins à domicile, les reçus d'épicerie, la facture du plombier, les co-paiements du neurologue. Chaque chèque avait un enregistrement correspondant, beaucoup avec les initiales tremblantes de grand-mère à l'encre bleue. Les $1850 correspondaient à la location d'un lit d'hôpital et à la rampe installée après que grand-mère soit tombée en essayant d'atteindre les marches du porche. Ma mère n'a pas regardé la facture. Elle m'a regardé. Son visage avait changé, non pas en honte, mais en calcul. Parce que les preuves n'embarrassaient pas ma mère. Les preuves l'obligeaient seulement à changer de stratégie. Elle s'est de nouveau levée. Ces papiers ne signifient rien, a-t-elle dit.
Ma fille a toujours été intelligente. Elle sait comment se faire paraître innocente. Les yeux de la juge Brox se sont plissés. Madame Whittaker, a-t-elle averti. Mais ma mère était déjà partie, emportée par la performance qu'elle avait pratiquée devant son miroir. Elle a monté ma propre mère contre moi, a-t-elle dit. Elle m'a empêché de lui rendre visite. Elle a intercepté les appels. Elle s'est rendue indispensable pour pouvoir prendre cette maison. Et maintenant elle veut s'asseoir ici comme une martyre pendant que le reste d'entre nous est en deuil. J'ai senti la pièce s'incliner légèrement. Non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'il y avait une phrase là-dedans qui était presque vraie. J'avais empêché ma mère de venir une fois. Juste une fois. C'était la nuit avant que grand-mère ne signe la lettre finale. Ma mère ne savait pas que je l'avais. Marissa ne le savait pas non plus. Personne dans cette salle d'audience ne savait que 6 mois avant sa mort, grand-mère m'avait demandé de la conduire chez un notaire à Deville parce qu'elle avait dit « Ta mère connaît tout le monde à la banque, et je ne veux pas que son sourire s'approche de cela. » Je n'avais pas compris à l'époque pourquoi elle voulait que ce soit scellé. J'ai compris quand j'ai trouvé le message vocal après les funérailles. La voix de ma mère, douce et basse, disant « Maman, si tu continues à menacer de changer les choses, ne t'attends pas à ce que j'amène Marissa. Tu sais à quel point elle est sensible. Tu ne veux pas mourir avec ta plus jeune petite fille pensant que tu la détestais. » J'avais écouté ce message vocal assise sur le sol de la chambre de grand-mère, avec ses pantoufles toujours à côté du lit. Puis j'ai trouvé la page scellée au fond de sa boîte à recettes, derrière la fiche du gâteau renversé à l'ananas. Sur le devant, avec l'écriture tordue de grand-mère, il était écrit « Pour le juge. » Si Evelyne essaie de salir Jenna. Pas pour mon avocat, pas pour ma mère. Pour le juge. Alors, quand ma mère m'a traité de voleuse en pleine audience, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Elle était de couleur crème, épaisse, et scellée avec une bande de ruban adhésif transparent parce que grand-mère n'a jamais fait confiance à la colle. Mon nom était écrit dans le coin, mais les mots les plus grands étaient adressés au tribunal des successions. Denise l'a regardé, puis m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Elle l'a tendu au greffier, qui l'a tendu à la juge Brox. Ma mère s'est figée. Pas confuse. Figée comme une personne entendant le plancher grincer dans une maison qu'elle pensait vide. La juge a ouvert l'enveloppe avec précaution. Le bruit du ruban adhésif se décollant était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Elle a déplié une page. Son visage n'a pas changé au début. Puis elle a relu la ligne 1. L'air du tribunal s'est tendu. La juge Brox a regardé par-dessus le papier directement vers ma mère. Madame Whittaker, a-t-elle dit très doucement. Levez-vous. Ma mère s'est levée lentement. Quand j'avais 22 ans et que je lui avais dit que je ne donnerais pas à Marissa la carte de crédit d'urgence que grand-mère m'avait donnée pour l'école, quand j'avais 30 ans et que grand-mère avait ajouté mon nom en tant qu'assistante financière sur son compte courant. Pas propriétaire, pas bénéficiaire, juste assistante. Et maman avait souri pendant 3 secondes entières avant de dire « Comme c'est gentil pour toi ». Cette pulsation signifiait toujours que le masque travaillait trop dur. La juge Brox a reporté son attention sur la page. Pour l'enregistrement, a-t-elle dit, il semble s'agir d'une déclaration signée par la défunte, Lilian McCarvey, datée du 12 février de cette année, notariée par Hélène Ruiz. Numéro de commission inclus. Le visage de Monsieur Langford était devenu gris. Mon avocate, Denise, est restée parfaitement immobile à côté de moi. Seul son stylo bougeait, tapotant une fois contre son bloc-notes juridique. La juge a continué, la ligne 1 se lit comme suit, si ma fille Evelyne conteste mon testament en accusant Jenna de vol, demandez à Evelyne ce qu'elle a fait de l'argent de la boîte à biscuits bleus. La pièce a émis un son. Pas un halètement exactement, plutôt comme plusieurs personnes oubliant comment respirer en même temps. Les doigts de ma mère se sont recroquevillés contre la table. Marissa a chuchoté, quoi? Je me suis tourné juste assez pour voir son visage. Pour une fois, elle avait l'air sincèrement confuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Ma mère n'avait pas tout dit à Marissa. Elle l'avait utilisé, oui, avait nourri sa colère, lui avait promis la maison, lui avait laissé croire que j'étais la méchante. Mais la boîte à biscuits bleus, ce secret n'appartenait qu'à maman. La juge Brox a légèrement baissé la page. Madame Whittaker, savez-vous à quoi cela fait référence? Non, a dit ma mère. Trop vite.
Même l'oncle Paul a levé les yeux. La juge Brox a laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne lourd. Vous ne connaissez aucune boîte à biscuits bleus. Ma mère avait beaucoup de boîtes, a dit maman, se reprenant. Elle gardait tout. Des boutons, des recettes, de vieux coupons. C'est ridicule. La juge a lu à nouveau, la boîte était gardée dans le placard à linge derrière les serviettes d'invités. Elle contenait des espèces que j'avais économisées pour les impôts fonciers et les frais de fin de vie. Je les ai comptées le 4 novembre en présence d'Evelyne. Il y avait 14 600 $. Le 9 novembre, après la visite d'Evelyne seule, la boîte était vide. Mon estomac s'est noué. J'étais au courant pour la lettre. Je ne connaissais pas ce montant. 14 600 $. Grand-mère m'avait dit une fois qu'elle gardait de l'argent pour les jours difficiles. Je pensais qu'elle parlait de quelques centaines de dollars glissés dans des enveloppes comme le faisaient les personnes âgées parce que les banques les avaient laissés tomber autrefois et qu'elles ne leur faisaient jamais totalement confiance. Le visage de ma mère s'est durci. C'est un mensonge. La juge Brox a regardé la page. Madame Carvey écrit également, quand j'ai demandé à Evelyne, elle a dit que j'avais dû oublier l'avoir dépensé. Elle a dit que si je le disais à Jenna, Jenna s'en servirait pour me placer dans un foyer et prendre ma maison. Mes mains sont devenues froides. Pendant 3 ans, grand-mère avait paniqué chaque fois que je mentionnais de l'aide. Pas une maison de retraite, pas l'abandonner, juste de l'aide. Une aide de jour, un détecteur de chute, une douche plus sûre. À chaque fois, elle agrippait le bras de son fauteuil et disait « Ne me renvoie pas, Jenny. Jenny. » Elle seule m'appelait ainsi. Je pensais que c'était la démence qui parlait. Maintenant, je savais que cela avait été implanté. Ma mère n'a pas seulement volé de l'argent. Elle a volé le sentiment de sécurité de grand-mère et le lui a redonné sous forme de peur. Monsieur Langford s'est raclé la gorge. Votre honneur, cette déclaration est un oui-dire non sous serment, et nous n'avons pas eu l'occasion de l'examiner. Elle est notariée, a dit la juge Brox, et je ne l'admets pas à toute fin pour le moment. Je demande à votre cliente si elle a connaissance de son contenu parce que votre requête allègue une mauvaise conduite financière de la part de Madame Whittaker tout en omettant une allégation très spécifique de la défunte contre Madame Whittaker. Maman s'est tournée vers son avocat, dites quelque chose. Il s'est penché vers elle, la voix basse mais audible dans la pièce silencieuse, ne parlez pas à moins que je ne vous le demande. Cela l'a enragé. Ma mère pouvait survivre au fait d'être défiée. Elle pouvait même survivre au fait d'être prise en flagrant délit si elle pouvait encore diriger la scène. Mais se faire dire de se taire devant les gens, sa action était insupportable. Elle m'a de nouveau pointé du doigt. C'est ce qu'elle fait, a dit maman. Elle s'assoit là avec son petit visage blessé et laisse tout le monde m'attaquer. Ma mère était confuse. Elle souffrait de démence. Denise s'est levée. Votre honneur, les dossiers médicaux déjà soumis montrent que Madame Carvey a été évaluée 2 fois pendant cette période et a été jugée compétente pour gérer ses affaires personnelles avec de l'assistance. Ma mère avait de bons et de mauvais jours, a rétorqué maman. Apparemment, le 12 février était un très bon jour, a déclaré la juge Brox. Un petit son a échappé à quelqu'un dans la rangée du fond. C'était peut-être une toux. C'était peut-être un rire. Quoi qu'il en soit, ma mère l'a entendu. Ses joues ont rougi. La juge Brox a continué sa lecture et chaque phrase atterrissait comme une pierre jetée dans l'eau. Grand-mère avait écrit qu'elle ne voulait pas que ma mère soit seule dans la maison après novembre. Elle avait écrit qu'elle avait dit à Marissa que le vieux téléphone était là. Le mot de passe était l'anniversaire de Jenny. Ma mère a émis un son étranglé. Pas des mots, juste le son de quelqu'un regardant une porte verrouillée s'ouvrir de l'intérieur. Marissa s'est levée à moitié. Maman, assieds-toi, a sifflé maman. Mais Marissa ne l'a pas fait. Son visage s'était vidé de ses couleurs, ne laissant que 2 taches brillantes sur ses joues. Quoi? De l'argent? Ma mère s'est retournée. Pas maintenant. La voix de Marissa s'est brisée. Tu m'as dit que Jenna avait vidé le compte de grand-mère. Elle l'a fait. Le juge vient de lire. J'ai dit, pas maintenant. Voilà. Pas de réconfort, pas d'explication, un ordre. Et pour la première fois de ma vie, Marissa en était la destinataire en public. La juge Brox a tapoté la lettre d'un doigt. Madame Patel, êtes-vous en possession de ce téléphone?
Denise a dit, pas en ce moment, votre honneur. Ma cliente a fourni la lettre scellée ce matin, non ouverte. La juge m'a regardé. Madame Whittaker? Je me suis levé parce que mes jambes se souvenaient des bonnes manières même quand le reste de mon corps ne s'en souvenait pas. Je ne savais pas pour le téléphone, votre honneur, ai-je dit. Ma voix semblait frêle, mais elle a tenu. Le panier de couture est toujours dans la maison de grand-mère. Je n'y ai pas touché depuis son décès. La maison a été verrouillée après l'inventaire. Monsieur Langford s'est frotté le visage à deux mains. La juge a hoché la tête. Qui a les clés? J'ai dégluti. Moi. Ma mère les a. Et mon oncle Paul a une clé de secours. L'oncle Paul a levé faiblement une main. Je ne l'ai jamais utilisée, votre honneur. Ma mère s'est assise soudainement. Personne ne lui avait dit de le faire. Elle s'est juste pliée sur la chaise comme si on lui avait coupé les os. La juge Brox l'a remarqué. Moi aussi. Marissa aussi. La voix de la juge s'est aiguisée. Madame Whittaker, où est le panier de couture rouge? Maman a fixé la table. Madame Whittaker. Je ne sais pas, a-t-elle dit, mais cette fois, elle l'a dit trop doucement. La juge s'est penchée en arrière. Monsieur Langford, conférez avec votre cliente maintenant. Il s'est penché vers elle immédiatement. Leur chuchotement était frénétique. Maman a secoué la tête 2 fois. Il a chuchoté plus fort. Marissa se tenait derrière eux, regardant de notre mère à moi comme si elle voyait 2 étrangères et ne pouvait pas décider laquelle l'avait élevée. Je me suis rassise. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes dents. Denise s'est penchée près de moi. Jenna, a-t-elle chuchoté. Est-ce que quelqu'un est allé à la maison hier soir? Je me suis tourné vers elle, car elle l'avait demandé doucement, car elle savait déjà que j'étais sur le point de me souvenir. La veille au soir après le travail, j'étais passé devant la maison de grand-mère. Je m'étais dit que c'était parce que je voulais vérifier la lumière du porche, mais en réalité, la vue de la fenêtre de la cuisine brillant en jaune à travers le buisson de lilas me manquait. Il y avait une voiture dans l'allée, une Lexus argentée, la Lexus de Marissa, et ma mère se tenait sur le porche avec un sac poubelle noir à la main. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elles enlevaient de vieux vêtements. À ce moment-là, j'étais trop fatigué pour me battre. Maintenant, à travers la salle d'audience, Marissa me regardait avec une panique ouverte, et j'ai réalisé qu'elle ne savait pas non plus ce qu'il y avait dans le sac. Denise a vu mon visage changer. Quoi, a-t-elle chuchoté? Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma bouche était devenue sèche. La juge Brox regardait Monsieur Langford chuchoter d'urgence à ma mère. La salle d'audience était passée de l'accusation à la suspicion, et tout le monde pouvait le ressentir. Même l'huissier de justice avait cessé de faire semblant de ne pas écouter. Je me suis penché près de Denise. Elles étaient à la maison hier soir. Son stylo s'est figé. Qui? Ma mère et Marissa. Je suis passé en voiture après le travail. Maman avait un sac poubelle noir. Les yeux de Denise se sont aiguisés. Avez-vous vu ce qu'il y avait dedans? Non. Vous ont-elles vu? Je ne pense pas. Elle a écrit une phrase sur son bloc-notes juridique, a détaché la page et l'a apportée au greffier. Le greffier l'a passée à la juge Brox. Ma mère a regardé ce petit papier voyager comme s'il s'agissait d'une mèche allumée. La juge l'a lu. Puis elle m'a regardé. Madame Whittaker, veuillez vous lever à nouveau. Je l'ai fait. Avez-vous observé quelqu'un à la résidence de la défunte après l'ordonnance d'inventaire? Oui, votre honneur. Quand? Hier soir vers 7h15. La chaise de ma mère a grincé. Qui avez-vous vu? Ma mère et ma sœur. La voiture de Marissa était dans l'allée. Ma mère était sur le porche tenant un sac poubelle noir. Marissa a lâché, je ne savais pas. Les mots ont jailli d'elle avant qu'elle ne puisse les habiller. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère s'est retournée. Marissa, ferme ta bouche. L'expression de la juge s'est durcie. Madame Whittaker, ne donnez pas d'instructions aux témoins dans ma salle d'audience. Témoin. Pas fille, pas famille en deuil. Témoin. Ce seul mot a de nouveau changé l'air.
Les yeux de Marissa se sont remplis de larmes, mais pas du joli genre que maman utilisait. C'étaient des larmes chaudes, effrayées, humiliantes. Elle s'est agrippée au dossier du banc devant elle. La juge Brox a dit, « Mademoiselle Caldwell, puisque vous avez parlé, je vais vous demander directement. Étiez-vous à la maison de Madame Carvey hier soir ?» Marissa a regardé maman. Maman a secoué la tête une fois. Marissa l'a vu. La juge aussi. Nous tous aussi. Oui, a chuchoté Marissa. Ma mère a fermé les yeux. Pourquoi étiez-vous là, a demandé la juge. Les lèvres de Marissa ont tremblé. Maman a dit que nous devions récupérer certaines des affaires privées de grand-mère avant que Jenna ne les utilise pour nous embarrasser. Mon estomac s'est retourné. La voix de la juge Brox est devenue très calme. Quelles affaires privées? Je ne sais pas. Des papiers, de vieux vêtements. Elle a dit que grand-mère écrivait des choses méchantes quand elle était confuse. Et avez-vous enlevé des objets? Marissa a hoché la tête. Parlez à voix haute. Oui. Qu'avez-vous enlevé? Un sac poubelle du placard du couloir et un panier. La pièce a disparu pendant une seconde. Tout ce que je pouvais voir, c'était le panier de couture rouge de grand-mère, posé à côté de son fauteuil inclinable d'aussi loin que je me souvienne. Des côtés en osier. La juge Brox s'est tournée vers l'huissier. Adjoint, veuillez faire avancer Mademoiselle Caldwell séparément de Madame Whittaker. Marissa s'est déplacée comme une somnambule. En passant devant notre mère, maman a attrapé son poignet. Pas assez fort pour paraître violent. Assez fort pour lui rappeler à qui elle appartenait. L'huissier l'a vue. Madame, lâchez-la. Maman l'a relâchée. Marissa est venue à l'avant, se tenant près du bureau du greffier, tremblant dans son blazer coûteux. De près, j'ai remarqué que la manche avait une légère tache grise, comme de la poussière ou des cendres. La juge Brox a demandé, où est le panier de couture rouge maintenant? Marissa a couvert sa bouche. Ma mère a dit, ne le fais pas. La juge a sèchement répondu, Madame Whittaker. Marissa a tressailli. Puis elle m'a regardé. Pendant une seconde étrange, nous avions de nouveau 8 et 10 ans, cachés dans la buanderie pendant que maman pleurait dans la cuisine parce que papa avait oublié leur anniversaire. Je me suis souvenu de Marissa serrant ma main et chuchotant, fais-la arrêter. J'étais sorti et j'avais présenté des excuses à sa place. J'avais traduit le désastre en devoir toute ma vie, mais je ne pouvais pas la sauver de celui-ci. Où est-il? A demandé la juge Brox. La voix de Marissa s'est brisée. Dans le coffre de ma voiture. Un bas murmure a roulé dans la salle d'audience. Ma mère s'est enfoncée dans sa chaise. La juge Brox n'a pas perdu de temps. Adjoint, sécurisez les clés de Mademoiselle Caldwell. Le véhicule ne doit être accessible à personne, à l'exception des forces de l'ordre ou d'un officier de ce tribunal, jusqu'à nouvel ordre. Marissa a fouillé dans son sac à main et a remis les clés des deux mains. Maman a chuchoté, espèce de fille stupide. Je l'ai entendu. Marissa aussi. Quelle que soit la loyauté qui restait sur le visage de ma sœur, elle s'est fissurée en plein milieu. La juge Brox a déclaré une suspension de séance. Le marteau est tombé, et les gens ont commencé à chuchoter tous en même temps. Ma tante Denise s'est signée. L'oncle Paul s'est levé, puis s'est assis, puis s'est relevé. La cousine Nathalie a fixé ma mère comme si elle avait découvert une étrangère portant un manteau familier. Denise m'a guidé dans le couloir avant que quiconque ne puisse me coincer. Le couloir du palais de justice sentait la cire pour le sol et le café brûlé. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai essayé de respirer. Elle l'a pris, ai-je dit. Denise a hoché la tête. Et votre sœur a simplement placé l'objet dans sa voiture. Et si le téléphone a disparu? Alors nous gérons cela. Mais comprenez une chose. Denise s'est rapprochée, baissant la voix. Votre mère est venue ici en vous accusant de vol, tout en dissimulant potentiellement des preuves et en retirant des biens soumis à l'homologation. C'est un grave problème pour elle. J'ai ri une fois, mais ça a mal sonné. Un grave problème. Cela semblait si propre. Cela ne ressemblait pas à grand-mère assise effrayée dans sa propre cuisine parce que sa fille l'avait convaincue que la seule personne qui l'aidait attendait de l'enfermer. Cela ne ressemblait pas à 3 ans de dîner de famille où Marissa levait les yeux au ciel quand je partais tôt pour donner à grand-mère ses pilules du soir.
Cela ne ressemblait pas à maman disant à la famille, Jenna a toujours été possessive avec ma mère, pendant que j'étais dans la salle de bain en train de pleurer dans une serviette pour les mains. Au bout du couloir, Marissa est sortie de la salle d'audience seule. Son visage était couvert de plaques rouges. Sans son sourire en coin, elle avait l'air plus jeune, presque fragile. Je me suis préparé. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. Le savais-tu? Je l'ai fixé. À propos de quoi? L'argent, le téléphone, quoi que ce soit. Non. Elle a cherché sur mon visage comme si elle essayait de trouver le piège. Puis ses épaules se sont effondrées. Elle m'a dit que grand-mère m'avait promis la maison, a dit Marissa. Elle a dit, tu as tout changé après que grand-mère soit devenue confuse. Je ne l'ai pas fait. Je le sais maintenant. Je voulais que cela fasse du bien. Ce n'était pas le cas. C'était comme se voir offrir un verre d'eau après que la maison est déjà brûlée. Marissa a tordu sa bague. Hier soir, maman a dit que nous devions protéger la dignité de grand-mère. Elle a dit que tu avais trouvé une lettre paranoïaque et que tu allais l'utiliser pour nous humilier. Elle m'a dit de conduire. Et tu l'as fait. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne comprends pas comment elle est avec moi. Cela m'a presque fait rire. Moi, je ne comprends pas. Elle a détourné le regard la première. Pour la première fois, peut-être de toute notre vie, la honte a atterri là où elle devait être. Avant que l'une de nous puisse en dire plus, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. L'huissier est sorti en portant un sac à preuve transparent. À l'intérieur se trouvait le panier de couture rouge de grand-mère. Mes genoux ont failli céder. Derrière lui est venu un autre officier avec un sac poubelle noir noué en haut. La juge Brox n'avait pas attendu la fin de la journée. Elle avait envoyé quelqu'un directement sur le parking. L'huissier a disparu dans une pièce latérale avec les objets. 10 minutes plus tard, le greffier nous a rappelés à l'intérieur. Ma mère était déjà assise quand je suis entré. Elle ne pleurait plus. Cela m'a fait peur. Son visage était devenu vide, lisse, presque paisible. C'était le visage qu'elle arborait lorsqu'elle avait choisi une nouvelle version des événements et qu'elle attendait que tout le monde la rattrape. Marissa s'est assise loin d'elle. Denise et moi sommes retournés à notre table. La juge Brox a repris place. Le panier de couture rouge était posé près du greffier, étiqueté et photographié. Le sac poubelle noir était posé à côté. Son plastique était tendu par les coins pointus de ce qu'il y avait à l'intérieur. La juge s'est adressée à la salle. Le tribunal a récupéré le panier de couture identifié dans la déclaration notariée de la défunte. Le panier contient un compartiment dissimulé. Mon cœur battait à tout rompre. Un téléphone portable a été trouvé à l'intérieur. Ma mère n'a pas bougé. La juge Brox a continué. L'appareil s'allume. Denise a expiré doucement. Et le mot de passe fourni dans la lettre a fonctionné. Pour la première fois de la journée, j'ai fermé les yeux. L'anniversaire de Jenny. Grand-mère s'en était souvenue. La juge Brox a regardé ma mère. Il y a un fichier audio daté du 12 novembre. Monsieur Langford s'est levé à moitié. Votre honneur, je dois m'opposer à toute lecture avant l'authentification. Je ne le lis pas pour une admission en tant que preuve en ce moment, a dit la juge. J'informe les parties que la préservation a eu lieu et que le contenu semble directement pertinent pour les allégations formulées dans cette requête. Ma mère a eu un faible sourire. Puis elle a dit, bien. Tout le monde s'est retourné. Elle a croisé les mains sur la table. Mettez-le, a-t-elle dit. Laissez tout le monde entendre à quel point ma mère était confuse. Monsieur Langford a chuchoté, Evelyne, non. Mais maman continuait de sourire. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que quoi qu'il y ait sur ce téléphone, elle croyait pouvoir y survivre. Ou pire, elle croyait que cela me détruirait aussi. La juge Brox n'a pas lu l'enregistrement. Pas au début. Elle a regardé ma mère pendant un long moment, puis a dit, Madame Whittaker, votre confiance est notée. C'était le genre de phrase qui semblait inoffensive jusqu'à ce qu'on y entende la lame. Le sourire de ma mère s'est aminci. La juge s'est tournée vers les deux avocats. Étant donné les problèmes potentiels de preuve, je vais permettre aux avocats d'entendre le fichier dans mes quartiers avec le sténotypiste présent. Après cela, nous déterminerons ce qu'il est approprié, le cas échéant,
d'inscrire au dossier aujourd'hui. Monsieur Langford avait l'air soulagé. Denise, non. Elle s'est penchée vers moi. Restez ici. Ne dites rien à personne. Puis elle a suivi la juge, le greffier et Monsieur Langford par la porte latérale. La porte de la salle d'audience s'est fermée, et j'ai été laissé à découvert avec ma famille. Pas de juge, pas d'avocat, pas de règles, sauf celle que ma mère avait entraîné tout le monde à obéir. Pendant 10 secondes, personne n'a bougé. Puis maman s'est retournée. Pas vers Marissa, vers moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a-t-elle dit. Sa voix était douce. C'était toujours pire que de crier. J'ai gardé mes mains croisées sur la table et j'ai fixé le grain du plaquage en bois. Tu penses que cela te donne l'air innocente, a-t-elle continué. Traîner les délires privés de ta grand-mère devant le tribunal, laisser des étrangers fouiller dans ses affaires. Marissa se tenait près du mur du fond, les bras enroulés autour d'elle-même. Ma mère a jeté un coup d'œil vers elle. Et toi? Ne t'avise pas de me regarder comme ça. Marissa a tressailli, puis s'est redressée. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de téléphone. Je t'ai dit ce que tu avais besoin de savoir. La tante Denise a chuchoté. Evelyne, arrête. Maman l'a ignoré. Ta grand-mère était vieille. Elle était confuse. Elle disait des choses cruelles à la fin. Jenna l'a encouragée parce que Jenna aimait être choisie. Cela a frappé plus près que je ne le voulais, car il y avait une petite parlette de moi qui avait aimé être choisie. Pas pour la maison, pour la chaise à côté du lit de grand-mère, pour les contacts d'urgence, pour la façon dont grand-mère attrapait ma main au lieu de celle de ma mère. Quand on grandit affamé, même la responsabilité peut avoir le goût de l'amour. Ma mère savait exactement où appuyer. Tu as toujours été jalouse de Marissa, a-t-elle dit. Toujours besoin de prouver que tu étais meilleure, plus intelligente, plus utile. Je l'ai enfin regardée. J'étais utile parce que personne d'autre ne s'est présenté. L'oncle Paul a murmuré. C'est vrai. La pièce s'est figée. Ma mère s'est retournée contre lui. Pardon? Il s'est frotté le front, mais cette fois, il n'a pas détourné le regard. C'est vrai, Evelyne. Jenna était là. Nous savons tous qu'elle y était. Maman l'a regardée comme si la trahison était une langue qu'elle ne s'attendait jamais à ce qu'il apprenne. Puis Marissa a parlé. Qu'est-il arrivé à l'argent? Le visage de maman a changé d'une fraction. Il n'y avait pas d'argent. Grand-mère a écrit le montant exact parce que Jenna lui a dit de le faire. Je ne connaissais pas le montant, ai-je dit. Maman a craqué. Personne ne te l'a demandé. Marissa a fait un pas en avant. Qu'est-il arrivé à cet argent? Ma mère a ri une fois. Écoute-toi. Tu vas croire la paranoïa d'une femme morte et la paperasse de ta sœur plutôt que moi. Les yeux de Marissa se sont de nouveau remplis, mais elle n'a pas plié. Je te le demande. Pour la première fois de ma vie, ma sœur parlait comme moi. La porte latérale s'est ouverte avant que maman ne puisse répondre. Tout le monde s'est retourné. La juge Brox est revenue en premier. Son visage était indéchiffrable. Denise a suivi, pâle mais stable. Monsieur Langford avait l'air d'un homme sortant d'un accident. Mon estomac s'est serré. Denise s'est assise à côté de moi et a glissé une main sur la mienne sous la table. Cela m'a fait plus peur que tout. La juge Brox a repris sa place. Je vais résumer, a-t-elle dit. Plutôt que de lire l'audio dans son intégralité à ce stade, l'enregistrement sera préservé pour les procédures ultérieures. Ma mère s'est assise très immobile. La juge a baissé les yeux vers ses notes. Le fichier semble capturer une conversation entre Madame Carvey et Madame Whittaker. Le 12 novembre, Madame Carvey pose des questions sur l'argent manquant dans une boîte à biscuits bleus. Madame Whittaker nie l'avoir pris. Madame Carvey déclare, Evelyne, je l'ai compté avec toi juste là. Je pouvais entendre la voix de grand-mère dans ma tête. Fine, têtue, effrayée. La juge Brox a continué. Madame Whittaker dit ensuite à Madame Carvey que si elle répète ses accusations, la famille croira qu'elle est incompétente. Elle déclare en outre que Mademoiselle Whittaker pourrait utiliser une telle confusion pour placer Madame Carvey dans un établissement de soins. Marissa a couvert sa bouche. La mâchoire de ma mère s'est crispée.
La juge a tourné la page. Madame Carvé dit que Jenny ne ferait jamais ça. Madame Whittaker répond, tu ne sais pas ce que les gens font quand des maisons sont impliquées. J'ai regardé la table, car si je regardais ma mère, je risquais de ne rien voir d'humain. La voix de la juge Brox est restée égale. Plus tard dans l'enregistrement, Madame Whittaker mentionne avoir déjà emprunté de l'argent pour Marissa et dit, tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse mon enfant se noyer pendant que tu es assise sur de l'argent. Marissa a fait un son comme si elle avait été giflée. Ma mère a fermé les yeux. Il était là, pas disparu. Emprunté pour Marissa, la fille préférée, protégée avec de l'argent volé. Et puis, après la mort de grand-mère, elle l'a emporté. La juge Brox a retiré ses lunettes. Madame Whittaker, d'après ce que ce tribunal a entendu aujourd'hui, j'ai des inquiétudes concernant la crédibilité de votre requête, la dissimulation ou le retrait possible de biens de la succession, et l'exploitation financière potentielle de la défunte. Monsieur Langford s'est levé. Votre honneur, ma cliente. Votre cliente devrait écouter attentivement, a dit la juge Brox. Il s'est rassis. La juge a continué, j'ordonne que les objets récupérés soient sécurisés. Je suce pas tout accès par Madame Whittaker et Mademoiselle Caldwell à la résidence jusqu'à nouvel ordre. Je renvoie l'affaire aux autorités compétentes pour examen de possibles abus financiers sur une personne âgée et altération de preuves. Le visage de ma mère est devenu blanc. Pas à cause de la honte. Parce que les conséquences étaient entrées dans la pièce en portant une robe de juge. La juge Brox s'est tournée vers moi. Mademoiselle Whittaker, jusqu'à une prochaine audience, vous ne devez retirer aucun bien de la résidence, sauf par l'intermédiaire d'un avocat ou avec l'autorisation de ce tribunal. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Bien. Son expression s'est adoucie au plus petit degré. Ce tribunal note également que la documentation fournie par Mademoiselle Whittaker est organisée, contemporaine et cohérente avec les souhaits déclarés de la défunte. J'ai cligné des yeux forts. Ce n'était pas exactement des éloges, mais après des années à être traité de dramatique, égoïste, dominatrice, avide. C'était comme si quelqu'un avait posé une main sur le sol et dit, ici. Tiens-toi ici. Cette partie est réelle. Puis la juge Brox a regardé à nouveau le sac poubelle noir. Il reste un problème, a-t-elle dit. L'huissier a avancé le sac. Ma mère a chuchoté, non. C'était si calme que je l'ai presque manqué. La juge Brox, elle, ne l'a pas manqué. Qu'y a-t-il dans ce sac, Madame Whittaker? Maman a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Marissa la fixait. Maman. La juge Brox a fait un signe de tête au greffier. Le sac a été ouvert avec précaution. Le plastique crépitant dans la pièce silencieuse. À l'intérieur se trouvaient des dossiers. Pas des vêtements, pas des affaires privées. Des dossiers, des enveloppes et une petite caisse à monnaie en métal avec le nom de grand-mère scotché sur le dessus. Le greffier a retiré le premier dossier et a lu l'étiquette. Relevé bancaire. Le deuxième, procuration médicale. Le troisième, correspondance. Puis elle a soulevé une enveloppe manille. Scellée, mais cornée au coin. Écrit sur le devant, avec l'écriture tremblante inimitable de grand-mère, il y avait quelques mots, pour Jenna, après mon départ. Ma gorge s'est nouée. Denise s'est redressée. La juge Brox a regardé l'enveloppe, puis ma mère. Pourquoi était-ce dans un sac poubelle dans le coffre de votre fille? Ma mère n'a rien dit. Marissa avait l'air d'être sur le point d'être malade. Je pensais que c'était de vieux papiers. La juge Brox a retourné l'enveloppe. Le seau semble brisé. La pièce a basculé. Brisé. Quelqu'un l'avait ouvert. Le greffier a soigneusement retiré le contenu. Il y avait une lettre et, en dessous, une enveloppe blanche plus petite. La juge a lu la première page en silence. Son expression a changé. Pas du choc cette fois, quelque chose de plus proche du chagrin. Elle m'a regardé, puis ma mère. Madame Whittaker, a-t-elle dit. Avez-vous lu cette lettre? Les yeux de ma mère se sont levés. Pendant une terrible seconde, elle a souri. Puis elle a dit, oui. La voix de la juge Brox a baissé. Et où est l'objet qui, selon Madame Carvé, est inclus? Ma mère m'a regardé avec une pure haine. Marissa a chuchoté, quel objet?
La juge a levé la plus petite enveloppe. Elle avait été fendue. Elle était vide, et sur le devant, avec l'écriture de grand-mère, il était écrit « Le reçu de transfert de l'acte de propriété ». Pendant une seconde, personne n'a compris ce que signifiait l'enveloppe vide. Puis Denise a inspiré à côté de moi. Pas un halètement. Une respiration d'avocat. Le son d'une pièce manquante devenant une carte. Ma mère l'a entendu aussi. Ses yeux ont glissé vers Denise, puis vers la juge, puis de nouveau vers moi. La juge Brox a tenu l'enveloppe vide entre deux doigts. Madame Whittaker, où est le reçu de transfert de l'acte de propriété? Ma mère a levé le menton. Je ne sais pas. Cette fois, personne ne l'a cru. Ni l'oncle Paul, ni la tante Denise, ni Marissa, qui avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. La juge Brox a regardé monsieur Langford. Maître. Il s'est levé lentement. Votre honneur, je ne peux pas représenter au tribunal que j'ai connaissance de l'emplacement de cet objet. C'était le langage d'avocat pour dire « je ne coule pas avec ce navire ». Denise s'est levée. Votre honneur, puis-je? La juge a hoché la tête. Denise s'est tournée vers moi. Jenna, est-ce que votre grand-mère a jamais mentionné le transfert de la maison en dehors du testament? Mon pouls battait dans mes oreilles. Non. Elle m'a seulement dit qu'elle voulait que je l'aie. Denise a de nouveau fait face au banc. Un reçu de transfert d'acte de propriété suggère qu'il peut y avoir un instrument enregistré. Si tel est le cas, le reçu manquant pourrait ne pas annuler le transfert. Nous pouvons obtenir des copies certifiées auprès de l'enregistreur du comté. Le visage de ma mère a changé. Juste un peu, mais je l'ai vu. La juge aussi. La juge Brox s'est penchée en arrière. Madame Whittaker, pensiez-vous que retirer ce reçu empêcherait mademoiselle Whittaker de prouver sa propriété? La juge a continué, la maison n'est pas soumise à la distribution en vertu du testament contesté de la manière dont les pétitionnaires l'ont représenté. J'ai entendu les mots. Je les ai compris. Mais mon corps n'a pas bougé. Après tous les cris, toutes les accusations, toutes les nuits où je suis resté éveillé à me demander si l'amour venait toujours avec une facture. La vérité est arrivée dans une phrase si simple qu'elle a presque semblé trop petite. La maison était à moi. Non pas parce que je l'avais volée. Parce que grand-mère me l'avait donnée. Denise a touché mon bras. Respirez. Je l'ai fait, et ça a fait mal. La juge Brox a rejeté la requête de ma mère pour la journée en attendant un examen plus approfondi, a ordonné que les biens de la succession soient sécurisés, et a renvoyé l'argent manquant et les documents retirés aux enquêteurs. Il a été interdit à ma mère de me contacter au sujet de la succession. Ni par des proches, ni par Marissa, ni par personne. Alors que nous nous levions pour partir, maman m'a enfin regardé. Il n'y avait pas de larmes, pas d'excuses, juste la même incrédulité froide qu'elle avait toujours lorsque je ne retournais pas à la place qui m'était assignée. Tu penses que tu as gagné, a-t-elle dit. J'ai regardé ses perles, ses cheveux parfaits, ses mains vides. Non, ai-je dit. Grand-mère l'a fait. Ce fut la dernière chose que j'ai dite à ma mère dans cette salle d'audience. Les mois qui ont suivi n'ont pas été propres. Les gens aiment imaginer que la vérité répare tout d'un coup. Ce n'est pas le cas. La vérité, c'est plutôt comme allumer la lumière dans une pièce crasseuse. D'abord, vous voyez le désordre, puis vous décidez si vous avez la force de le nettoyer. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune boîte à biscuits bleus, mais ils ont trouvé assez. Des dépôts bancaires qui ne correspondaient pas aux revenus de ma mère, des textos parlant d'emprunter à maman, et un garde-meuble où elle avait caché d'autres papiers de grand-mère. L'argent manquant n'a jamais été entièrement récupéré. Ma mère a plaidé coupable pour une accusation réduite et a été condamnée à en rembourser une partie. Elle disait aux gens qu'elle était persécutée par une fille ingrate. Certains l'ont cru. Cela a fini par ne plus me déranger. Marissa m'a appelé 3 semaines après l'audience. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, elle n'a pas demandé la maison. Elle n'a pas défendu maman. Elle a juste dit « Je suis désolée ». J'ai souri. De toutes les excuses qu'elle aurait pu offrir, c'était celle qui m'a défaite, parce qu'elle savait. Elle savait exactement quel moment avait fait mal. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis. La vraie vie n'est pas si généreuse, mais nous sommes devenus honnêtes à petite dose. Un café une fois par mois, de courts appels,
pas de faux semblants. Elle a vendu la Lexus, a commencé une thérapie, a appris la différence entre être aimé et être géré. Au printemps suivant, j'ai emménagé dans la maison de grand-mère. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas dans le salon parce que je ne pouvais pas encore me résoudre à prendre sa chambre. La maison faisait tous ces vieux bruits autour de moi. Les tuyaux qui cognaient, le réfrigérateur qui bourdonnait, les branches de lilas qui grattaient la fenêtre de la cuisine. Pendant un moment, chaque coin faisait mal. Son fauteuil, sa tasse, le pull jaune toujours suspendu près de la porte arrière. Puis, lentement, la douleur est devenue autre chose. J'ai peint les boiseries en blanc, réparé les marches du porche, planté du romarin le long de l'allée parce que grand-mère disait toujours qu'une maison devait sentir comme si quelqu'un cuisinait, même quand il n'y avait personne. En juin, une copie certifiée de l'acte de propriété est arrivée par la poste. Je me suis assise à la table de la cuisine de grand-mère pour l'ouvrir. La même table où elle avait compté des pilules, épluché des pommes, payé des factures, et m'avait dit que ma mère m'appelait forte parce que c'était moins cher que d'être juste. J'ai placé l'acte à côté de son carnet à spirale bleue. Puis j'ai trouvé une dernière chose glissée dans la poche arrière du carnet. Une fiche de recette pour le gâteau renversé à l'ananas. En bas, avec l'écriture de grand-mère, elle avait écrit « Génie, ne passe pas ta vie à prouver que tu n'es pas ce qu'ils t'ont appelé. Vis juste si fort que le mensonge se fatigue. » J'ai ri et pleuré en même temps. Cet été-là, j'ai préparé le gâteau. Il s'est affaissé au milieu. Grand-mère l'aurait appelé et en aurait mangé 2 parts de toute façon. Au coucher du soleil, j'ai apporté une assiette sur le porche et je me suis assise sur la plus haute marche. Celle que j'avais autrefois payée pour être transformée en rampe parce qu'elle avait peur de tomber. Les lilas fleurissaient. Les fenêtres étaient ouvertes. Pour la première fois depuis des années, la maison ne ressemblait pas à un champ de bataille, ni à un héritage, ni à une preuve dans un tribunal. C'était comme un refuge. J'ai regardé la chaise vide à côté de moi et j'ai imaginé grand-mère là, équeutant des haricots verts dans un bol, faisant semblant de ne pas être ravie. Ma mère m'avait pointé du doigt devant tout le monde et m'avait appelé la sangsue de la famille. Mais grand-mère avait laissé une page scellée, une vérité enregistrée et une maison où je pouvais enfin arrêter de défendre mon droit d'être aimé. Si vous avez déjà été traité d'avile pour avoir protégé ce que quelqu'un vous a laissé par amour, j'espère que mon histoire vous rappellera ceci, parfois, la vérité ne crie pas en retour. Parfois, elle attend juste que le juge lise la ligne 1. Si cette histoire vous a marqué, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, s'il vous plaît aimez la vidéo et abonnez-vous à la